Dans cette présentation, nous allons traiter de la révolution copernicienne en tant qu'analogie du geste kantien. Alors la révolution copernicienne, bien qu'étant l'analogie la plus caractéristique et la plus célèbre de l'œuvre de Kant, aurait pu très bien ne jamais voir le jour. En effet, elle intervient uniquement dans la préface de sa deuxième édition de la Critique de la raison pure, qui est publiée en 1787, et n'est pas présente dans l'édition de base. Ça nous en dit déjà beaucoup sur le statut même de l'analogie. Étant donné qu'il n'a pas souhaité la faire figurer dans sa première édition de 1781, on peut d'ores et déjà en déduire qu'elle n'a pas de visée démonstrative, mais une visée explicative. C'est d'autant plus évident quand on sait que Kant a remanié cette première critique parce qu'il avait l'impression de ne pas avoir été assez compris. Et d'autant plus quand on s'intéresse précisément à ce que consiste ce remaniement de cette critique, c'est surtout la première préface qui a été le plus amplement modifiée. Et donc, cette deuxième préface a donc clairement un impératif pédagogique, et c'est à ce titre que Kant utilise l'analogie, pour rendre plus évident un phénomène abstrait, par la référence à un phénomène concret dont tout le monde a conscience. L'importance de l'analogie dans cette seconde préface est d'autant plus marquée par le fait que toute la préface découle d'une recherche analogique avec la science, et plus spécifiquement avec la physique et les mathématiques. La volonté fondamentale de Kant est de faire de la métaphysique une science, ou du moins de déblayer le terrain de la métaphysique de tous ses obstacles pour permettre qu'ultérieurement elle devienne une science. Rien qu'à ce niveau-là, on a une première analogie, car il comprend la physique et les mathématiques comme étant devenues des sciences par suite d'une révolution dans leur domaine, et c'est pour cette raison qu'il va chercher à établir une révolution dans la métaphysique. À ce titre, il utilise plus que nul autre le caractère dynamique de l'analogie, car il établit une analogie avec la révolution métaphysique qui n'a même pas encore eu lieu, vu qu'il est justement en train de la mener. Par conséquent, l'analogie n'est pas juste là pour une valeur descriptive, mais elle lui permet d'avoir un but, car il va rechercher cette analogie avec les sciences pour produire la même chose qu'en science. Mais s'il utilise l'analogie avec la révolution en science pour décrire son objectif, l'analogie avec Copernic sert, elle, un tout autre propos. Il ne s'agit plus d'expliquer ce qu'il manque à la métaphysique, il s'agit d'expliciter en quoi sa révolution a consisté. Le terme de révolution ne sert d'ailleurs plus qu'à référer à cette recherche de scientificité passant par une révolution. Mais l'analogie aurait pu être le changement copernicien, changement entendu en un sens très fort, connoté par celui de révolution, ça n'aurait pas changé grand-chose. Notre objectif va donc être de comprendre la nature de cette analogie, ainsi que sa fonction, et donc in fine de se demander si l'usage de l'analogie copernicienne chez Kant, elle a vraiment une valeur structurale. On commence par voir du coup la pertinence de cette analogie, avant d'essayer de comprendre spécifiquement le rôle qu'elle joue chez Kant. Donc, la pérennité de cette idée de révolution copernicienne est d'autant plus surprenante qu'il s'agit d'une simple occurrence de la préface, accompagnée d'une seule note de bas de page. La phrase précise est « Il en est ici comme avec les premières idées de Copernic, lesquelles, comme il ne se sortait pas bien de l'explication des mouvements célestes, en admettant que toute l'armée des astres tournait autour du spectateur, tenta de voir s'il ne réussissait pas mieux en faisant tourner le spectateur et en laissant au contraire les astres immobiles. » Pour revenir sur la révolution copernicienne elle-même, il s'agit donc du passage d'un système géocentrique à un système héliocentrique. Donc ce n'est plus le Soleil qui tourne autour de nous, mais nous qui tournons autour du Soleil. On pourrait supposer que l'analogie suggérée est que l'objet, entendu au sens du monde, est la Terre et que le Soleil est le sujet. Donc l'idée centrale ne serait plus que c'est le monde qui est central et immobile, mais le sujet qui est au centre et que le monde gravitant autour de lui devient déterminé par lui. C'est une assez bonne interprétation de l'analogie copernicienne, mais elle fait apparaître un certain nombre de défauts dans cette analogie. Dans la formulation kantienne, la Terre n'est pas mentionnée, elle est suggérée par le terme le spectateur. Ce qui l'intéresse, c'est le point de référence par lequel se fait l'observation. Or, dans l'analogie, ce spectateur par lequel se fait l'observation, ce spectateur, il est assimilé à l'objet, alors qu'il semblerait plus intuitif de l'assimiler au sujet, qui a ce caractère beaucoup plus vivant.
Il ne s'agit néanmoins pas nécessairement d'une erreur de Kant, car l'objet kantien n'est pas à comprendre en tant que le monde au sens physique, immobile et déterminé. L'objet a pour Kant une composante vivante, aussi dans le sens où il est déterminé par nos concepts, par nos modes d'accès à ce dernier. L'objet n'est donc pas objet en tant que tel, il l'est en tant que phénomène. On peut aussi relever le fait que, contrairement à ce que j'ai dit, Kant ne compare pas réellement le sujet au soleil. Il le compare à l'armée des astres. Bien qu'il soit parfaitement soutenable que cette distinction soit parfaitement non significative, rien ne nous empêche d'émettre l'hypothèse contraire. En effet, il n'est pas impossible qu'il traite de la pluralité des astres par symétrie avec la pluralité des sujets existants entre chaque individu. Il convient néanmoins de nuancer cette hypothèse par le fait que Kant ne s'est jamais vraiment intéressé au sujet pour sa pluralité, mais bien en tant qu'universel, et donc pour son caractère commun à tous les sujets. Donc c'est qu'une interprétation possible, mais absolument pas nécessairement la plus crédible. L'analogie kantienne a une valeur illustrative forte, et en tant qu'explication, elle remplit parfaitement son rôle. En revanche, sa valeur structurale est beaucoup plus discutable, et certains aspects nous apparaissent comme étant beaucoup plus maladroits. En effet, le geste de Kant illustré par cette analogie est l'inversion du sujet et de l'objet. L'objet devient grandement déterminé par le sujet. On ne peut même le connaître qu'au travers du sujet. Or, dans le système copernicien, la Terre gravitant autour du Soleil, on est susceptible d'admettre qu'elle détermine son orbite, par exemple, mais la détermination s'arrête à peu près là. Pareillement, le Soleil n'est pas à proprement parler un moyen d'accès à la Terre. On peut certes défendre l'idée qu'il l'est en partie, car effectivement c'est la lumière qui va fournir toutes les informations visuelles qu'il est possible d'avoir sur la Terre, mais il s'agit d'une défense relativement faible. La Terre n'est pas connue que visuellement. On reste bien dans un cadre d'une analogie structurelle cependant. Ce qui intéresse Kant, c'est bien entendu l'identité du rapport et non pas un rapport d'identité. On ne comprendrait même pas ce que voudrait dire le fait que le sujet et le soleil se ressemblent. On a donc bien là la même démarche, à savoir éclairer un phénomène invisible à partir d'un phénomène visible, si on considère une révolution conceptuelle à la place des astres comme visible. Mais on remarque que cette analogie structurale a un caractère très partiel. En réalité, c'est donc plus éclairer un phénomène inconnu, ou plutôt en cours de constitution, par un phénomène connu analogue. Mais comme nous venons de le dire, à ce titre, l'analogie présente des défauts, car elle n'est pas complète sous tous ses aspects. Mais ce n'est pas pour autant un défaut de l'œuvre de Kant. Il n'a jamais prétendu donner à cette analogie une valeur démonstrative. En un sens, chercher à disséquer ainsi cette analogie est d'ores et déjà une trahison de la volonté kantienne. Du moment qu'elle fait comprendre plus explicitement le projet du renversement sujet-objet, elle n'a pas à apporter d'autre chose, cette analogie. Et c'est le point central. En réalité, tout l'objet de cette préface, et donc de l'analogie chez Kant, est d'expliquer son projet. On n'a donc pas à en attendre autant qu'une analogie qui aurait pour vocation de démontrer ou simplement d'expliquer un concept. Ce rôle de l'analogie en tant qu'explication du projet est encore plus marquant quand on s'intéresse à la note de bas de page sur Copernic. Il y précise qu'à la manière de Copernic, sa révolution, son renversement sujet-objet, n'est qu'une simple hypothèse qui, comme le système copernicien, va se confronter à l'expérience pour éprouver sa véracité. Mais ce n'est donc pas l'analogie elle-même qui donne du crédit aux propos de Kant. Elle ne confirme absolument pas son propos. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle n'apparaît que dans la préface, et pas dans le reste de l'ouvrage, car c'est le projet de tout le reste de son ouvrage de prouver ce renversement. Pour revenir à notre question de base, je qualifierais donc cette analogie d'analogie semi-structurale, car en effet, toute sa cohérence est basée sur une identité de rapport avec la révolution copernicienne. Mais que ce rapport n'est pas complètement identique, ce n'est pas un problème. Mais étant donné que son rôle est avant tout explicatif, elle n'a pas à être complètement et purement identique. Elle n'est pas là pour apporter du crédit aux propos de Kant, mais juste pour rendre plus compréhensible un renversement qu'il a déjà prouvé au cours de sa critique de la raison pure, du moins si on adhère aux propos de Kant.